Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à tous et bienvenue pour la preview du Grand Prix de Grande-Bretagne. Nous sommes de retour sur la terre historique de la F1, le lieu où s'est réalisé le premier Grand Prix de l'histoire de la F1 en 1950. Et je suis en compagnie de Pierre Meslet. Pierre, comment vas-tu ? Eh ben écoute, ça va très très bien. Bonjour à tous, bonjour Clément. Et on va parler du coup aujourd'hui de ce fameux circuit mythique. Alors, on va un peu déjà revenir sur ce circuit. C'est un circuit qui, dans sa configuration actuelle, fait 5 km 891. C'est un des 3-4 plus longs de la F1. Il y a eu quelques informations qui sont arrivées cette semaine. Tout d'abord, la F1 a re-signé avec Silverstone jusqu'en 2024. Et ensuite, on a eu la suppression d'une zone DRS un peu polémique qui était postée à la sortie du virage 10, du virage 18, le dernier virage club, et qui prenait non seulement la ligne droite de départ, mais aussi les virages 1 et 2, Abeille et Farm, qui sont des grandes courbes, et forcément avec le DRS, on a eu par moments quelques petits soucis. Donc on enlève ces deux zones-là, cette zone-là, on garde les deux autres zones, et voilà. Que penses-tu de ce circuit de façon générale, de ce circuit de Silverstone ? Écoute, j'aurais tendance à dire que sur un côté puriste, les travaux qui ont pu être engagés en 2010, ça l'a un petit peu dénaturé. Après, on garde quand même cet enchaînement magique avec Maggot, Beckett et Chapel. Donc ça reste formidable et ça reste un sacré défi, aussi bien pour les machines, les pilotes et les ingénieurs chaque année. Mais bon, personnellement, je suis pas hyper fan de la nouvelle portion. Avec le village et le stadium, c'est ce que tu aimes le moins avec cette nouvelle portion. Tu préférais l'ancienne où on retrouvait des virages comme Bridge et Priori, c'est ça ? Exactement. Ok. Et écoute, on va parler des actualités de ce week-end parce qu'on a eu plusieurs actualités assez sympathiques qu'on va détailler. La première, lorsqu'on avait fait la review du Grand Prix d'Autriche, on avait pointé le rythme inquiétant des Haas qui en étaient venus à se battre avec les Williams. Alors, est-ce que les Williams s'étaient améliorés ? On faisait l'hypothèse que non, c'était plutôt les Haas qui n'avaient pas progressé. Et cette semaine, Haas a perdu son sponsor titre. Alors, Haas dans une mauvaise position sportive. Haas qui perd son sponsor titre et donc beaucoup d'argent avec la perte de Rich Energy. Est-ce que Haas n'est pas en train de couler tout simplement ? Je pense que Haas, il y a plusieurs problèmes. Mais je pense qu'ils ont beaucoup de mal à se remettre en question. Ils ont une organisation très très particulière. Après, je sais pas. Ils ont mal commencé l'année. Ça va pas en s'améliorant. Au contraire, les résultats sont de plus en plus décevants. Je sais pas trop ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un manque d'investissement et donc il y a un problème au niveau du développement, au niveau de tout ce qui est développement de la voiture, etc. Est-ce que c'est leur châssis qui est déjà arrivé un petit peu au bout ? Je sais pas. Mais c'est pas très rassurant pour la suite. Alors tu l'as dit, c'est un fonctionnement un peu spécial parce qu'ils ont en fait quasiment 3 entités pour diriger. Il y a forcément l'entité qui est en Caroline du Nord aux États-Unis à Kannapolis, qui est avec l'écurie de NASCAR, Stewart Haas. Il y a la deuxième base qui est à Banbury en Angleterre, et la troisième base, c'est la base Dallara. Et tu parles du châssis, Haas fait toujours construire son châssis par Dallara. Est-ce que c'est pas aussi un handicap dans la recherche d'évolution permanente de faire construire son châssis par une autre entité et de développer les améliorations dans 2 entités distinctes de cette entité châssis ? Après, moi je suis absolument pas spécialiste, je suis pas ingénieur. Je pense que jusqu'à maintenant Dallara a quand même fourni des châssis qui tenaient à peu près la route. Est-ce que après ça vient que les pilotes ont beaucoup de mal à comprendre la voiture ? On sait qu'il y a eu les modifications sur tout ce qui est de l'aileron avant, l'aileron arrière. Là, ça s'inspire beaucoup de la Ferrari. On voit quand même que Ferrari a du mal à comprendre la voiture. Est-ce que c'est un peu la même chose ? On a vu que Grosjean et Magnussen, par l'entremise de Steiner, se plaignaient beaucoup de la compréhension des Pirelli 2019. Alors est-ce que justement c'est ce petit truc qui leur manque pour exploiter peut-être le potentiel de leur monoplace ? Il y a plusieurs écuries qui ont encore du mal avec ces pneus. Effectivement. Alors tu l'as dit, il faut comprendre cette monoplace, il faut comprendre ces pneus. Pour ça, il faut énormément investir.
As vient de perdre son sponsor titre, comme on vient de le dire. Qu'est-ce que tu vois comme solution aujourd'hui qui peuvent exister pour As jusqu'à la fin de la saison, au moins comme solution provisoire? Comme solution provisoire, j'aurais tendance à dire je pense qu'ils ont les ressources nécessaires pour s'auto-sponsoriser. Le cas échéant, peut-être puiser dans le sponsoring américain avec les engagements NASCAR. Est-ce qu'il y a moyen de faire un partenariat en F1 ? C'est peut-être possible, je sais pas moi, Mobile One ou un truc comme ça, c'est peut-être envisageable. Après, en NASCAR, ce qui s'était fait lorsque Kurt Busch était passé de la Furniture Row chez Stewart Haas Racing, aucun sponsor ne voulait signer Kurt Busch à cause de ses frasques passées, et donc il y avait une voiture de la Stewart Haas qui était sponsorisée par la firme elle-même. Je pense qu'ils sont capables de faire ça en F1, peut-être le temps de trouver un nouveau partenaire. Effectivement, on suivra ça avec attention parce que c'est vrai que ça nous fait un peu peur la situation de Haas aujourd'hui. Une autre un peu plus guette, eh bien, écoute, voyageons à l'aide de Fernando Alonso. Alors c'est un peu comme Martin à la plage, on a eu Alonso le retour chez McLaren, Alonso le divorce avec McLaren, Alonso le finalement il n'y a pas de divorce avec McLaren, Alonso chez Mercedes, Alonso chez Ferrari. Et depuis cette semaine, on apprend que Alonso a aussi téléphoné à Red Bull pour un autre refus, comme Mercedes, comme Ferrari. Alors, à quoi joue le double champion du monde de Formule 1 ? Alonso, je pense que dans ses déclarations, il était très clair. Il disait bien que s'il revenait en 2020 en Formule 1, c'était clairement pour jouer la gagne et jouer le titre. Actuellement, il n'y a que 3 écuries qui peuvent potentiellement lui offrir le matériel adéquat. Mercedes, Ferrari, Red Bull. Ferrari, il a déjà tenté l'aventure et je pense clairement qu'ils n'en veulent pas. Enfin, ils ne veulent pas le reprendre. Marco s'est clairement opposé à son arrivée. Quant à Mercedes, ils ont Hamilton comme chef de file, Bottas qui remplit très bien son rôle de second pilote. Je pense que Wolff ne veut pas s'embêter à faire la même erreur que Ron Dennis en 2007. Effectivement, et puis pour Red Bull, on peut ajouter que Honda aussi a bloqué directement les négociations, a mis son veto, puisqu'ils en ont un peu marre de ce qui s'est passé avec Fernando Alonso, notamment l'affaire du GP2 Engine au Grand Prix du Japon, qui était mal passé du côté des Nippons. McLaren, justement, a re-signé immédiatement ces 2 pilotes. McLaren qu'on voit très en forme en ce moment, qui re-signe très tôt. Ces 2 pilotes, c'est les premiers à confirmer leur line-up 2020. Est-ce qu'on n'essaye pas déjà de conserver la bonne dynamique chez McLaren ? Il y a eu plusieurs déclarations chez McLaren. Déjà, pour commencer, on peut parler des récents résultats où ça place clairement McLaren comme 4e force du plateau. Ça fait un petit peu pâlir du côté de chez Renault. C'est un petit peu ce qui visait, et c'est finalement une écurie cliente qui est devant eux. Je pense que Norris et Sainz apportent de bons retours. Ça permet, en plus de l'organisation interne, notamment avec Pat Fry et Seidel, ça permet d'avancer dans le bon sens. Et ils ont bien déclaré que déjà, ils avaient commencé à bosser bien en amont sur la voiture de 2020. Donc si Sainz et Norris sont déjà impliqués dans le développement de la voiture 2020, c'est dans la logique de les conserver pour l'année prochaine. Effectivement, et on sent que chez McLaren, on a besoin, après quelques années, à changer de pilote, à changer de moteur, d'avoir une certaine stabilité dans l'entourage sportif. Après, sur McLaren, il y a une autre rumeur qui a circulé par l'intermédiaire de Williams. Les relations entre Williams et Mercedes ne seraient pas au beau fixe. Williams souhaiterait avoir un moteur Renault pour 2020. Et de ce fait, McLaren pourrait de nouveau, j'aurais tendance à dire, hériter d'un moteur Mercedes. Mais après, c'est que des rumeurs de paddock, il n'y a absolument rien de signé. Et puis on rappelle que McLaren avait quitté Mercedes parce qu'il voyait Mercedes trop dominant en tant qu'écurie et qu'il voulait être indépendant en termes de moteur, comme l'a voulu être Red Bull après. Donc c'est que des rumeurs pour l'instant. On imagine mal McLaren, après tout ce qui s'est passé une fois qu'ils ont quitté Mercedes avec l'affaire Honda, puis le début très douloureux avec Renault, faire du rétropédalage, enfin c'est pour le moment. Un pilote qui est aussi sous le feu des projecteurs, c'est Gasly. Alors avant d'avoir ton avis, on va résumer
très rapidement les faits. Verstappen a gagné en Autriche, tout le monde l'a vu. Gasly a eu énormément de mal en course. Plus les tours passaient, plus il était lent. Il s'est même fait prendre un tour par son coéquipier. Et suite à ce Grand Prix, on a eu différentes déclarations. Alors d'un côté, on a eu des insiders qui ont affirmé que Gasly ne disposait pas de ses propres réglages et devait faire avec les réglages de Max Verstappen. Ensuite, on a eu Helmut Marko qui a déclaré que Gasly voulait que la Red Bull soit construite à son image. Tu nous diras après ce que tu en penses, personnellement j'en doute. Et on a eu finalement la réaction peut-être la plus tempérée, celle de Christian Horner qui a dit que certes Gasly n'était pas dans une bonne passe, mais c'était à Red Bull de l'aider et de faire en sorte qu'il devienne de plus en plus vite. Quel est pour toi le vrai du faux dans tout ça? Quelle est la situation actuelle de Pierre Gasly? Moi j'aurais tendance à te dire, c'est un petit peu comme au foot, c'est un peu 50-50. C'est un peu 50-50 dans la mesure où, on va pas se mentir, Red Bull tourne autour de Max Verstappen et fait tout pour mettre en avant Verstappen. Ça, Gasly le savait bien avant d'arriver dans l'écurie mère. Je pense que ce qui a un petit peu mis le feu aux poudres, c'est le départ de Ricciardo. Le fait qu'il signe chez Renault, je pense que... et ça s'est vu dans les déclarations. Red Bull ne s'y attendait absolument pas. Il aura fallu trouver, j'aurais tendance à dire, une solution un peu en urgence. Le seul qui était performant qui pouvait jouer son va-tout et prendre la place de Ricciardo, dans leur réservoir, clairement, il n'y avait que Gasly. Donc, ils l'ont mis, mais ça fait un peu choix par dépit. Alors que Gasly, je pense, a apporté sa connaissance du moteur Honda, parce qu'il a tourné 1 an avec. Donc il a pu quand même... il a un ressenti, il n'est pas arrivé seulement les mains vides. Mais je pense qu'il a du mal à trouver sa place. La Red Bull est peut-être un peu difficile à conduire et ne convient pas vraiment à son style de pilotage. Donc peut-être que lui de son côté, il a peut-être son style de pilotage à retravailler pour être plus en osmose avec la Red Bull. Mais c'est aussi à Red Bull, vu que leur objectif c'est 3e, voire d'aller chercher Ferrari, de ne pas miser que sur un cheval, mais de miser sur les 2 chevaux. Effectivement, ouais. Et c'est dans ce sens-là que vont les déclarations de Christian Horner. On va passer au pari. Quel est ton pronostic pour ce Grand Prix de Grande-Bretagne? Quel est ton podium et quel est, bien évidemment, ton driver of the day? Le pronostic, j'aurais tendance à dire, je pense que Mercedes va être devant. Silverstone, c'est le tracé typique qui va très bien convenir, je pense, à leur voiture, sauf défaillance technique. Je pense que derrière, Red Bull devrait être un tout petit peu mieux que Ferrari. Grâce à leur châssis. Je pense que McLaren à domicile, ça devrait bien se passer. Derrière, entre Renault, Alpha, Toro Rosso et Racing Point, ça risque d'être kiff-kiff. Et je pense que Haas, de nouveau, risque de se battre avec Williams. Et donc, quel est le podium que tu vois pour cette course? J'aurais tendance à mettre... Hamilton, Bottas, Verstappen. Écoute, je vais mettre Hamilton, Verstappen, Bottas. On a à peu près les mêmes, mais pas dans le même ordre. Et ton driver of the day? On va mettre Hamilton. Hamilton. Écoute, je vais partir aussi sur un local, sur Lando Norris. On va passer au duel entre coéquipiers. Chez Mercedes, qui vois-tu dominer? J'imagine Hamilton, du coup, qui domine Valtteri Bottas. Je serais très très surpris que Bottas sorte un très très gros week-end. Donc je pense qu'avec la ferveur du public britannique à domicile, je pense qu'Hamilton va rester sur sa lancée de ces dernières années, et ça risque d'être un gros week-end pour le Britannique. Écoute, je te suis sur Lewis Hamilton. Chez Ferrari, écoute, au niveau des dernières déclarations, Ferrari misait un petit peu sur Vettel. On va rester sur Vettel, mais un peu par dépit. Écoute, je mets Charles Leclerc. Chez Red Bull, Verstappen aussi. Chez McLaren, écoute, Lando Norris.
Et bah écoute, Lando Norris aussi chez Renault. Ricardo. Il commence... Je te suis sur Ricardo, tu disais? Bah, il commence à bien prendre la mesure sur Hülkenberg. Il y a même une rumeur qui enverrait Hülkenberg le cas échéant chez Red Bull. Ouais. Et Esteban Ocon chez Renault, il y a des rumeurs comme ça. Voilà. En ce moment, c'est les rumeurs estivales. On va commencer progressivement à rentrer. Quand on va arriver au Grand Prix d'Hongrie, ouais. Là on va commencer à rentrer dans le grand n'importe quoi de la silly season. Chez Alfa Romeo. Bah écoute, je pense qu'il peut tabler sur son expérience, Raikkonen. Ouais, Raikkonen, je te suis là-dessus. Chez Racing Point. Racing Point, bah, je vais mettre Perez. Eh ben écoute, j'ai envie de mettre Lance Stroll, mais j'y crois peu, mais bon, on va tenter un petit coup. Hein. Chez Toro Rosso. Bah écoute, Albon est quasiment à domicile, donc je pense qu'il peut se ressaisir et peut-être que la Toro Rosso peut revenir un petit peu plus en avant. Effectivement, je te suis sur Alexander Albon. On rappelle que même s'il court sous nationalité thaïlandaise, il est originaire du Royaume-Uni. Il est né là-bas et il a fait toute sa carrière là-bas. Chez Haas. Magnussen, pareil. Et chez Williams. Bah Russell. Eh ben écoute, je vais te suivre. On a mis Russell, on a mis Albon, on a mis Norris et on a mis Hamilton. Les locaux devant leurs coéquipiers. Je pense qu'on est assez d'accord dans cette vision-là. Eh ben écoute, je te remercie pour cette preview. Une dernière petite prédiction, tiens. Pluie ou pas pluie? En toute honnêteté, j'ai pas regardé la météo, mais on est plus en plein été. Généralement, je pense pas qu'on peut s'attendre à de la pluie. Dans les années 2000, c'était un petit peu plus compliqué parce que ça tombait au mois d'avril. Mois d'avril, avril-mai, un truc comme ça. Là, il pouvait y avoir de la pluie, mais là, je pense pas. Bon, écoute, ça fait un moment. Je crois que c'est 2015, la dernière année, où on a eu pas mal de pluie pendant la course. Une course où les Williams avaient failli gagner. Comme quoi, ça remonte à loin. Hein. C'est assez dingue de dire ça. Mais ouais, je te suis sur pas de pluie. J'aimerais beaucoup de pluie, mais j'ai l'impression qu'il n'y en aura pas. Écoute, je te laisse profiter de ce Grand Prix de Grande-Bretagne et on se retrouve bien évidemment pour la review après la course. Salut! Eh ben écoute, salut, bon Grand Prix à toi aussi. Ciao!